Maintenant, nous allons commencer notre première table ronde de la journée, une rétrospective sur les derniers 50 ans dans le mouvement environnemental. Je trouve que ça suit très bien le discours d'Olivier parce qu'Olivier vient de parler de ce que le Canada est en train de faire live puis ce que le Canada aimerait faire. Mais on a besoin de bien comprendre ce qu'on a fait auparavant. Cette discussion sera animée par le Dr. Jean André, doyen de la faculté de l'environnement à l'Université de Waterloo. Les panélistes sont Anne-Josée Laquer, directrice générale et cofondatrice de Québec Net Positive. Elizabeth May, députée de Saanich Gulf Islands et chef parlementaire du Parti vert du Canada. Et Dr. Robert Gibson, professeur à la School of Environment, Resources and Sustainability at the University of Waterloo. Et le Dr. Gibson, professeur de l'École de l'environnement, des recherches et de la durabilité, Université de Waterloo. De l'environnement, du changement climatique, de l'environnement et du changement climatique, Stephen Guilbeault. Let us play the video. Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. I'm pleased to join you from Ottawa. Bonjour à tous, je suis heureux de me joindre à vous d'Ottawa sur le territoire traditionnel des Anishinabeg, un lieu qui est un point de rassemblement et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Je suis extrêmement heureux de connaître des personnes de tous les horizons se rassembler autour d'un objectif commun pour trouver des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels notre société est confrontée. J'ai œuvré activement et occupé bien des fonctions dans le domaine de l'environnement pendant toute ma vie adulte. Et l'un des ingrédients essentiels à la lutte au changement climatique ou les autres grands défis environnementaux est la collaboration, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Depuis 2 ans, la pandémie nous a montré à quel point nous sommes interreliés malgré l'isolation physique. Même si la pandémie nous a rassemblés, elle a aussi souligné des inégalités, des injustices. C'est l'une des raisons pour lesquelles les objectifs de développement durable des Nations unies sont si importants. C'est une approche globale pour rendre le monde meilleur. Il faut étudier les effets interconnectés de la santé, de l'éducation, de l'écologie. Nous avons aujourd'hui pour célébrer 50 ans de progrès mondiaux dans le domaine de l'environnement. Nous avons parcouru beaucoup de chemins et le Canada a été un chef de file sur les plans des réalisations environnementales. En 1971, le Canada est devenu le 2e pays au monde à établir officiellement un ministère de l'Environnement. En fait, alors que Environnement et Changement climatique Canada célébrait son 50e anniversaire l'an dernier, le Service météorologique du Canada célébrait quant à lui sa 150e année d'existence. Les jalons qui ont marqué l'histoire du ministère illustrent toute l'étendue des progrès environnementaux réalisés par le Canada. En 1977, nous avons créé le Comité sur la situation des espèces en péril au pays. En 1985, au titre du programme de lutte contre les pluies acides dans l'Est du Canada, les gouvernements se sont engagés à protéger les lacs et les cours d'eau vulnérables. La même année, le gouvernement a adopté la loi sur les ressources en eau du Canada afin de mieux gérer les ressources hydriques du pays. Puis, en 1999, la loi canadienne sur la protection de l'environnement est entrée en vigueur afin d'assurer le développement durable, de prévenir la pollution et de protéger l'environnement. Ces importantes mesures législatives sont devenues les fondements de nos ambitieux objectifs d'aujourd'hui, à savoir atteindre la carboneutralité d'ici 2050, assurer la conservation de 30% des terres et des océans d'ici 2030, éliminer l'utilisation et l'exportation du charbon d'ici 2030 et travailler à une transition vers des énergies plus propres, qui soient équitables pour les travailleurs et les collectivités actuellement tributaires du charbon ou des autres combustibles fossiles. Le Canada a aussi démontré son rôle de chef de file à l'échelle internationale, notamment dans le cadre du programme des Nations unies pour l'environnement. Vous savez peut-être que Maurice Strong, homme d'affaires et diplomate, a contribué à créer ce programme il y a 50 ans et est devenu le premier directeur général de l'organisation. Ce n'est pas la seule fois que le Canada a été sur le front de l'environnement. En 87, le protocole de Montréal pour éliminer
les substances détruisant la couche d'ozone est entré en vigueur. Le protocole reste le seul traité des Nations unies jamais ratifié par les 199 pays membres. Les Canadiens peuvent être fiers de ce que leur pays a réalisé. Depuis 2015, nous avons travaillé fort pour mettre en application le programme 2030 pour le développement durable de l'ONU, notamment par l'entremise de la stratégie fédérale de l'environnement. Dans cette optique, notre dernière stratégie reflète les attentes élevées des Canadiens et inclut des calendriers réels de réalisation pour atteindre des résultats mesurables. Et assure une cohérence à l'échelle du gouvernement en établissant des liens entre le plan climatique renforcé du Canada, la toute prochaine stratégie nationale d'adaptation, le plan d'action pan-canadien visant l'atteinte de zéro déchet plastique et la stratégie pour un gouvernement vert. Je suis heureux de vous annoncer que la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 fera l'objet d'une consultation publique du 8 mars au 6 juillet. Je vous encourage à y participer. Vous pourrez ainsi contribuer à la conception d'un plan fondé sur les attentes des Canadiens et Canadiennes qui nous permettra d'aller plus loin et plus rapidement. Aujourd'hui, il y a un large consensus comme quoi le changement climatique est réel, que le besoin d'un monde durable est un besoin pressant. Les gens ressentent les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement tous les jours. La pandémie nous a permis de nous rassembler. Nous avons été témoins de l'interdépendance des différents piliers de notre société, la santé, le bien-être social, l'économie et l'environnement. Nous devons appliquer les mêmes principes pour résoudre les urgences climatiques et environnementales d'aujourd'hui, tout en faisant la promotion de la paix, de la dignité et de l'égalité dans une planète saine. Voyons jusqu'où nous pourrons aller en travaillant ensemble. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de présider ce panel avec nos trois honorés invités. Merci à Chuck de nous avoir présentés et merci au ministre Guilbeault de nous avoir rappelé certains du rôle important que le Canada a joué dans le mouvement environnemental. Je vous parle aujourd'hui de l'Université de Waterloo qui est située sur le terrain Haldimand, un terrain qui a été promis aux 6 nations de la Grande Rivière. L'inspiration, le thème d'aujourd'hui, c'est les anniversaires qu'on a célébrés au cours des 2 dernières années au sujet des réalisations du mouvement environnemental. Certains de vous savez que la protection de l'environnement sous la forme de la conservation des terres, de la création de parcs, et ça a commencé au 19e siècle, en fait. Mais le mouvement écologiste moderne a commencé par la publication du Printemps silencieux de Rachel Carlson en 72 et sa lutte contre le DDT et les insecticides qui avaient des effets destructeurs sur les écosystèmes. Et la leçon que Mme Carlson nous a enseignée, c'est que tout est interrelié et maintenant on le sait bien. Et quand on cherche des solutions, des miracles, c'est ce qu'on qualifiait le DDT, c'est ainsi qu'on qualifiait le DDT, ce sont en fait des approches naïves pour résoudre des problèmes complexes. Quand je pense à Rachel Carlson et au travail fait par nos invités, notamment Elisabeth May dans le domaine des insecticides, je me rappelle de mon propre éveil. Moi, j'ai grandi sur une ferme dans le comté de Bruce. Je me rappelle que je me rappelais de mes parents qui parlaient des pesticides, ils parlaient des poissons, ils se demandaient s'ils devaient les utiliser sur leur ferme. Et c'est ça qui est à la source du mouvement environnemental. Alors, quelques notes sur ces anniversaires qui ont été célébrés récemment. Vous savez que la Journée de la Terre, peut-être, est issue de ce mouvement initial. Ça a été créé dans les années 70. Ça sera la 52e Journée de la Terre au mois d'avril cette année. Ça a commencé par des teach-ins dans les campus universitaires. Ça a été très bien organisé. Au départ, au cours de la première année, ça
attirer un auditoire représentant 10% de la population américaine, ce qui est remarquable. Et maintenant, cela mobilise environ 1 milliard de personnes dans le monde chaque année. L'autre anniversaire que je voulais souligner concerne Greenpeace, l'un des organismes militants écologistes les plus importants, qui a été lancé en 71 au Canada, au large de la Colombie-Britannique, quand un vieux bateau de pêche qui a été rebaptisé le Greenpeace a essayé de mettre fin aux essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Ça ne s'est pas terminé comme prévu, mais ça a donné naissance à l'un des plus grands organismes au monde. Greenpeace a environ 3 millions de membres aujourd'hui. C'est important quand on parle des ODD, avec tous les 3 piliers, tous les recoupements. C'est important de se rappeler d'où nous venons et comment ces démarches initiales nous préparent à l'avenir. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Je suis très heureuse que la plupart tous les discours maintenant, je vais céder la parole aux panélistes. Je vais commencer par demander à Elizabeth May de répondre à la première question. Je m'adresserai ensuite aux autres pour que vous les connaissiez un peu mieux. Ma première question, alors, dites-nous comment et pourquoi vous êtes engagé dans le mouvement écologiste et qu'est-ce qui a maintenu votre engagement? Alors, Elizabeth May, c'est à vous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup, Jean. Je dois commencer par reconnaître le territoire sur lequel je me situe aujourd'hui, le territoire traditionnel des Algonquins, où se trouve le Parlement canadien. Ma circonscription, Saanich-Gulf-Alien. Saanich, c'est le nom anglicisé de la nation Saanich, qui c'est-à-dire le peuple de ma circonscription. Dans ce panel, je suis peut-être le seul participant qui ait participé à toute l'histoire du mouvement écologiste. Je me suis engagé au sujet du problème des Mchika. J'ai fait j'ai lancé une pétition dans mon école secondaire et pour lutter contre les essais au Kamtchatka. Monsieur Guilbois a mentionné le rôle essentiel joué par Maurice Strong. Maurice, bien entendu, c'était le secrétaire général de la réunion de Stockholm en 72 et du sommet de Rio en 92 auquel j'ai participé. Il y a eu beaucoup de participation canadienne au niveau des Nations Unies, grâce notamment au rôle joué par des gens comme Feu Maurice Strong et Feu Jimmy Neal. Alors qu'on se préparait à terminer les négociations du protocole de Montréal, qui a protégé la couche d'ozone et qui a donné des résultats exemplaires. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question. J'en ai aucune idée pourquoi je suis une écologiste. C'est comme me demander pourquoi je respire. C'est très difficile de répondre. Je respire parce que je respire et je vais rester une écologiste pour la même raison. Je n'ai pas vraiment plus de choix à cet égard qu'à l'égard de la respiration. Nous sommes dans une situation périlleuse, malgré 50 ans de militantisme, d'annonces gouvernementales, mettre fin à protéger l'environnement, mettre fin à la pauvreté. Tout cela était dans le programme 2021 sur lequel on s'est entendu en 92 à Rio. Et aujourd'hui, on a une menace énorme de désinformation. Il y a un mouvement fasciste mondial qui a contaminé ce qu'on appelle le convoi de la paix. C'est les mêmes personnes qui refusent de combattre la crise climatique, qui ne veulent pas d'égalité, qui ne veulent pas qu'on combatte le racisme. Je suis très inquiété par l'étendue de la désinformation concernant toutes ces questions qui sont totalement interreliées. Et bon, si on tape sur Google Programme 2021, vous trouverez vraiment, c'est une espèce de tas de fumier au sujet des conspirations de l'élite qui veulent nous voler notre liberté et voler notre argent. Soyez-en bien conscients. Mais en 72,
Pour conclure mes remarques préliminaires, en 1972, à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, en 1972, c'est là que Margaret Mead s'est adressée aux organismes de la société civile. C'est à ce moment-là qu'elle a dit « Ne doutez jamais qu'un groupe limité d'engagement de militants motivés peuvent changer le monde. » Ça reste notre devise. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre parce que les menaces sont plus graves que jamais. Merci pour ces commentaires inspirants. Merci de nous avoir rappelé ces moments marquants. Je sais que beaucoup des gens qui participent aujourd'hui sont de notre génération, mais il y en a d'autres sûrement qui sont plus jeunes. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de les encourager à trouver leurs propres solutions, mais aussi de leur permettre de comprendre d'où ils viennent, d'où nous venons, ce qui risque de les soutenir dans l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir fait ce rappel. Je vais m'adresser maintenant à Bob Gibson, un de mes collègues qui va nous donner un point de vue un peu différent, mais il vient un peu de la même époque, de la même cohorte. Peut-être que pour vous aussi, l'écologie, c'est aussi évident que la respiration. Alors Bob, c'est à vous. Merci Jean. Merci Elisabeth, je suis heureux de vous retrouver. Je ne fonctionne pas au niveau éthéré des activités mondiales comme Elisabeth, mais je suis tombé dans le domaine de l'écologie de façon un peu accidentelle à l'époque. J'avais des décennies d'études qui n'avaient rien à voir avec l'écologie, mais j'ai fini par étudier la philosophie et l'économie politique. J'ai réfléchi à la raison et au pouvoir, deux facteurs essentiels, mais personne ne vous engage pour réfléchir à ces choses-là. Et donc, j'ai fait toute une série d'emplois de courte durée. Au cours des années 70, j'ai commencé par travailler sur la politique scientifique nationale. J'ai fait un examen des projets d'aménagement et d'assimilation sur l'île de Baffin. J'ai travaillé pour l'Association Inuit du Labrador et pour le gouvernement du Labrador. J'ai travaillé pour des organisations écologiques qui publient un journal. J'ai fait des études sur les pluies acides et sur la mise en application des mesures de lutte contre la pollution, et tout cela a fini par me permettre de travailler dans un programme environnemental, ce qui m'a permis de poursuivre mes aventures sous le qualificatif de recherche, et je me suis toujours énormément amusé. J'ai appris énormément, surtout de mes collègues, au sujet des deux facteurs de base dans le domaine de l'environnement. D'abord, c'est que l'environnement est essentiel et de plus en plus menacé. Et deuxièmement, qu'il y a très peu de choses qu'on peut faire d'utile et de durable sans lutter contre les autres crimes et corriger les autres idioties auxquelles nous tentons de nous attaquer grâce aux objectifs de développement durable. Alors, je crois que ça résume bien. Merci, Bob. Merci de nous avoir rappelé les pluies acides. Évidemment, c'est une question qui était si importante. C'était au premier plan de l'actualité en Scandinavie et au Canada. Parce que là, c'est là qu'on a découvert des effets transatlantiques de la pollution et aussi la lutte contre l'épuisement de la couche d'ozone. C'est à ce moment-là qu'on a reconnu que tout ce qu'on faisait, c'est global, alors qu'au départ, on pensait que c'était des problèmes locaux ou régionaux. Merci de nous avoir fait part de ces anecdotes. Maintenant, je vais m'adresser à Anne-Josée de nous parler de son arrivée dans le mouvement écologiste. Merci beaucoup, Jean. De mon côté, je travaille à Québec Net Positif. Notre travail, c'est de mobiliser le milieu des affaires. Je vais vous parler un peu de comment je me suis engagé dans ce lien entre l'écologie et le monde des affaires, parce que je crois que c'est ça mon contribution à ce panel. D'abord, ça rejoignait mon
mes valeurs familiales. Mon grand-père était agriculteur, il avait une cabane à sucre et nous, on admirait la nature, on en profitait. Chaque matin, on se retrouvait à la cabane à sucre, c'était merveilleux. J'ai été guide pendant 10 ans et donc on était très proche de la nature et ensuite j'ai fait des études en sciences. Ensuite, je me suis lancé dans le monde des affaires. J'ai commencé à travailler dans des grandes entreprises. J'ai choisi le secteur des ressources naturelles. J'ai travaillé près de la nature. J'ai travaillé pendant 7 ans pour la Noranda, la plus grande entreprise minière au continent. On avait 103 000 employés dans le monde. J'ai travaillé dans l'équipe de relations publiques. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que du côté des affaires publiques, on s'occupait beaucoup de la santé, de la sécurité des employés, de la protection de l'environnement, de la restauration d'anciennes mines qui a été aménagée au moment où la science n'était pas aussi avancée. Et j'essaie de comprendre l'effet des entreprises minières. Et en fait, ça a été un choc pour moi de découvrir ces conséquences de l'activité minière. Je me suis demandé si j'allais rester, continuer à travailler dans les mines ou si j'allais devenir une militante écologiste parce que je me demandais vraiment si je pouvais me le permettre. Et à ce moment-là, en Afrique, il y avait des mines où il n'y avait aucune protection de l'environnement, aucune protection de la santé, de la sécurité. J'ai commencé à me rendre compte que de s'occuper de la collectivité, on avait un centre de recherche, comment diminuer les conséquences néfastes pour l'environnement. À ce moment-là, j'ai décidé dans ma tête, bon, si le monde a besoin de métal et s'il y a des entreprises qui vont aller chercher ce métal sous terre, il faudrait que ça soit fait par des entreprises qui essaient de le faire avec le moins d'effets négatifs possible ou qu'en tout cas qui s'en préoccupent. Pendant 5 ans, j'ai travaillé chez Noranda. Ensuite, j'ai travaillé pour Domtar dans les pâtes et papiers, donc une bonne dizaine d'années dans le secteur des ressources naturelles. Ensuite, une dizaine d'années dans la fabrication pour Merck Frost, pour Bombardier Aerospace. Ensuite, pour des entreprises de services, à IMIA, programme de loyauté. Et de plus en plus, je me préoccupais de la durabilité parce que je me rendais compte que c'était une bonne façon de mobiliser les employés. Et j'ai appris que les entreprises ont un énorme effet sur l'environnement. Et les changements climatiques ont beaucoup d'effets sur les entreprises. Et le point commun, c'est que chaque entreprise peut faire partie de la solution. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'occupent de ressources naturelles. Les entreprises doivent devenir conscientes, elles doivent protéger les ressources du monde et elles ont besoin de gens comme moi, et je ne suis pas seul, des gens qui sont reconnus dans tout le pays, qui aident les entreprises à être rentables, à être de bons employeurs, tout en ayant un effet environnemental et social constructif dans les collectivités. Alors, c'est ça qui a soutenu mon engagement. Moi, je crois que les entreprises peuvent faire partie des solutions pour le développement durable. Merci beaucoup, Anne-Josée. Alors maintenant, vous savez mieux qui sont nos panélistes et je vais maintenant leur poser d'autres questions qui leur permettront de parler un peu davantage du mouvement environnemental. Je vais commencer par Bob. Il s'agit des expériences que vous apportez dans différents secteurs. Quelles sont les principales réalisations? Quels sont les principaux échecs de votre point de vue? Donc, les réalisations, les leçons à tirer et les échecs ou les moments où les lieux où on est coincé vraiment. Bob, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que je dois revenir dans le temps très souvent pour me rappeler des progrès accomplis. Parce que c'est frustrant de voir le peu qu'on réalise en ce moment. J'imagine qu'Elisabeth partage ce point de vue. En 1972, comme certains d'entre vous l'ont déjà mentionné, le monde était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Même certaines des choses, des sujets d'actualité se dessinaient déjà à l'époque. On avait à peine mis en place des systèmes de sécurité sociale. C'était au tout début du droit environnemental.
les premiers ministères qui s'occupaient de l'environnement, qui portaient le nom environnement dans leur titre. Il y avait toutes sortes de discussions sur les liens entre l'environnement et le développement, comme est-ce que c'était compatible. Je sais que George Francis, un de mes collègues, a travaillé là-dessus aux Nations Unies dans les années 60, mais c'était un sujet assez nouveau pour la plupart des gens à l'époque. Depuis 50 ans, je crois qu'on peut dire qu'on a énormément appris au sujet de la façon dont on peut traiter ces questions de façon plus logique, les diverses interventions qu'on peut faire. Et aussi, j'ai aussi la complexité énorme du monde. Certains des progrès réalisés depuis 50 ans qui sont les plus importants sont des études complexes sur les systèmes socio-écologiques, de comprendre l'extrême difficulté de comprendre ce qui se passe, les risques énormes qui sont associés à toute intervention et le potentiel énorme de résultats positifs des actions combinées. Et on n'a pas vraiment intégré cela à la pratique, ce qui est une grande source de frustration, mais ce qu'on a appris dans ces domaines, c'est très impressionnant, très riche. En même temps, il faut reconnaître que les problèmes sont bien pires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque et par conséquent, il a fallu passer de démarches d'atténuation et de protection à des démarches de changement fondamentaux pour changer toute la trajectoire. La durabilité, ce n'est plus une question d'atténuation, il s'agit de changer d'orientation complètement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je crois que cette série de problèmes a été accompagnée par un ensemble d'apprentissage. Et ça, on a une mine de connaissances où nous pouvons puiser. Merci beaucoup. Chose intéressante, il y a quelques minutes, on parlait de l'interdépendance des choses et vous nous avez parlé de cela, des actions combinées, des boucles de rétroaction. Merci de nous rappeler qu'à certains égards, même s'il est extrêmement frustrant actuellement de voir la situation, on a quand même beaucoup appris. On a commencé à voir des changements, comme l'ont dit tous les intervenants. On a commencé à voir ces changements dans tous les domaines. Et cela nous donne l'espoir. Mais comme vous l'avez déjà aussi dit, Bob, on dirait que les problèmes sont toujours plus complexes à cause de la technologie, de l'évolution démographique, de l'échelle des entreprises, de l'évolution du capitalisme. Tout cela fait que les défis semblent plus grands que jamais. Donc, nous vivons une période difficile. Peut-être qu'Elisabeth peut s'attaquer elle aussi à la question et nous parler de ses apprentissages et de ses échecs. À vous, Elisabeth, et ensuite je reviendrai à Anne-Josée. D'abord, excusez-moi parce que je suis dans la seule salle que j'ai pu trouver en dehors du Parlement, parce qu'il y a un débat en ce moment auquel j'aimerais beaucoup participer. C'est un débat stupide parce que le Parti conservateur a demandé un débat d'une journée pleine. Ils disent que pour aider l'Ukraine, il faut construire des pipelines. Alors, j'ai beaucoup aimé les commentaires des trois autres partis. Ils ont dit les Ukrainiens ne nous ont pas demandé ça, ils ont demandé autre chose. Et encore une fois, le Parti conservateur essaie de nous imposer les combustibles fossiles dans cette crise humanitaire face à une autre menace nucléaire des forces du mal. Je n'hésite pas à utiliser ce mot, des forces du mal qui menacent de lancer une guerre nucléaire pour envahir les pays démocratiques. Et tout cela, ça se fait à côté de moi dans cette salle qui est beaucoup moins intéressante que celle où se trouve Bob. Bon, les apprentissages, peut-être que ma réponse va vous surprendre. J'ai eu beaucoup plus de succès dans les années 70 et 80 qu'aujourd'hui, et même au début des années 90. J'étais au début des années 90, qui nous a empêché le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dépendre des insecticides dans toute la province. Ensuite, on a fait ça avec l'agent orange. On a bloqué des mines d'uranium. J'ai quitté la Nouvelle-Écosse après avoir décroché mon diplôme de droit pour travailler dans le gouvernement fédéral. Et on a mis fin aux pluies acides.
Et nous avons également arrêté la déforestation de certains parcs nationaux. Et nous avons négocié le protocole de Montréal comme faisant partie d'une équipe de négociation en 1997. Mais c'est la montée du néolibéralisme qui nous a écrasés. La montée de choses comme le chapitre 11, chapter 11 de l'ALENA, pour protéger les profits des grandes sociétés. Pourquoi est-ce que le protocole de Montréal a sauvé la couche d'ozone? Eh bien, parce qu'il y avait des sanctions potentielles. Pour tout pays qui enfreignait le protocole de Montréal, il y avait des sanctions. Et c'est parce que le chef du programme des Nations Unies pour l'environnement, à l'époque, a dit que les mesures environnementales devaient avoir précédence sur les mesures économiques. Par le biais de la ronde de l'Uruguay à l'OMC, eh bien, on a perdu avec les autres protocoles, comme l'accord de protocole, l'accord de Paris, qui n'a pas de mécanisme d'application de sanctions. Et cela est vraiment dommage. Les négociations environnementales, c'était quelque chose un peu comme les ciseaux en plastique comparé aux ciseaux en inox beaucoup plus forts qu'on aurait dans les conversations commerciales, économiques. Et donc, nous avons été isolés par des institutions autocratiques et menaçantes qui incluent par exemple les grosses sociétés pétrolières. Et donc, ce qu'on doit dire, c'est de ne pas les laisser détruire notre avenir. Il faut être plus fort, être plus ambitieux et de faire en sorte qu'on ne soit pas qu'on ne soit pas nécessairement d'accord et d'accord avec des ministres ou des gouvernements amis, mais qu'on fasse vraiment comprendre qu'il faut faire plus. Alors, je crois qu'une politique locale, une politique nationale, bon, je croyais que ça pouvait être suffisant, mais en fait, je crois qu'il faut aussi des mesures internationales. Alors, merci de nous rappeler cela, Elisabeth. Alors maintenant, Anne-Josée, parlez-nous de votre perspective sur les accomplissements, certaines de vos frustrations. Oui, c'est une très bonne question. Et j'écoutais Elisabeth. Et moi qui ai travaillé avec des grosses corporations, des grosses sociétés, je dois dire qu'il ne s'agit pas d'un bloc monolithique de personnes qui pensent de la même manière. Par exemple, au Québec, nous avons Cascade qui fabrique du papier, mais qui utilise des fibres recyclées. Ils ont lancé leur compagnie en 1964, à l'époque où les gens ne pensaient pas nécessairement à l'environnement. Et ils ont continué sur leur engagement d'avoir des chaînes d'approvisionnement durables, réutiliser toute l'eau qu'ils utilisent. Et ils ont utilisé des services d'experts en efficacité énergétique. Et ils continuent. Et l'année dernière, ils étaient 17e dans la liste des sociétés les plus durables, les plus responsables au monde. Et donc, on peut produire des produits de manière responsable. Mais comme Elisabeth l'a mentionné, c'est vrai qu'on a tendance à considérer que l'économie et en particulier les hydrocarbures sont plus importants. Alors, je ne peux pas parler de là où j'étais il y a 50 ans. J'avais 4 ans. Mais je dirais qu'il y a eu une période de 20 ans, dans les années 60-70, où les compagnies réagissaient. Beaucoup de dirigeants ne savaient pas quoi faire.
Mais Greenpeace était là pour montrer ce qu'il fallait faire. À l'époque, il y a eu le protocole de Montréal. Donc, toutes les choses ont contribué pour comprendre qu'il fallait être conforme. Il y avait l'aspect de conformité dans les années 80 et 90. Et puis, dans les années 2000 à 2010, les compagnies sont allées au-delà d'une simple conformité. Il s'agissait d'une phase de respect, c'est-à-dire que les gens étaient de plus en plus conscients des impacts sociaux de l'environnement, sur l'environnement, et c'est là qu'on a commencé vraiment à agir et qu'on a eu d'abord le Compact mondial des Nations Unies, les sociétés, les entreprises en parlaient. Donc, c'est une époque où les entreprises démontraient un peu plus de respect. Ensuite, de 2010 à 2019, cette décennie, bon, là, il ne s'agissait plus simplement de réagir et de respecter. Les entreprises ont été plus proactives. Les entreprises qui voulaient vraiment agir, ont commencé à mesurer, ont fait des rapports sur les impacts environnementaux de leurs activités. Il y avait plus de transparence. Il y avait des données qui étaient disponibles aux investisseurs et donc les investisseurs et la finance durable commençaient à se développer. Puis au Québec, il y a eu le marché du carbone avec la Californie. Donc les émetteurs ont compris qu'ils devaient faire quelque chose, les émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec aussi Mark Carney, qui a joué un rôle important au niveau international pour la transparence et l'impact environnemental, et que c'était important pour les entreprises. Et en 2019, pour terminer cette décennie, il y a eu aux États-Unis près de 200 PDG qui ont signé la Business Roundtable. Et ils ont dit que ce n'était pas vrai que leurs entreprises existaient seulement pour donner des profits, des bénéfices aux actionnaires. Les entreprises avaient un autre objectif, c'est-à-dire de bénéficier toutes les parties prenantes et de s'assurer que les parties prenantes puissent croître, et ça incluait le respect de l'environnement. Donc en 2019, juste avant la pandémie, c'est là que les gens se sont vraiment ensemble, ont dit, eh bien, les objectifs, les raisons d'être des sociétés, des entreprises, ce n'est pas seulement les profits pour les actionnaires. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle décennie. 2022 à 2030. Maintenant, ce n'est plus une question d'agir, c'est une question unir les efforts. Robert en a parlé plus tôt, il y a cette interdépendance et c'est là qu'on voit les entreprises comme une force potentielle pour le bien si on travaille avec la société civile, avec les gouvernements et qu'on fait partie de la solution. Et je crois que ce qui est très important maintenant, c'est toute la mobilisation pour la finance durable, 121 000 milliards de dollars où les investisseurs disent je ne suis pas prêt à investir dans une entreprise qui ne respecte pas l'environnement. Et c'est ce qu'on commence à voir. Et ce que je vois pour l'avenir de 2030 à 2050, c'est que certaines entreprises vont non seulement être carboneutres, mais également réfléchir à faire plus pour la planète, plus pour la planète qu'elles n'en prennent à la planète. Et donc là, il s'agit, disons, des années de régénération. Alors, comme ça a été dit, un petit nombre de personnes peuvent faire de grands changements. Et donc, j'espère que quand on a de grandes entreprises qui vont dans cette direction, cela va déclencher un mouvement où on va s'éloigner de l'ancienne économie où les entreprises étaient simplement en concurrence et exploitaient les ressources naturelles pour des profits à court terme, mais vont ensuite collaborer maintenant. Une coopération entre concurrents quand c'est pour le bien de tout le monde. Il faut que ça se fasse et ça va se faire de plus en plus. Alors, laissez-moi vous poser une question.
Et c'est lié à la question qui nous vient de quelqu'un dans l'auditoire. Quand j'étais enfant, je me souviens que mes parents parlaient de la ferme, pas comme quelque chose qu'ils voulaient exploiter pour avoir les rendements maximaux, mais qu'ils faisaient un travail utile et protégeaient les générations futures. Alors, est-ce qu'on a perdu quelque chose en chemin auquel on revient? Bon, parce qu'on dit les sociétés, les entreprises agissent, mais est-ce qu'elles agissent suffisamment pour relever les défis complexes qu'on doit relever? Alors, j'aimerais vous pousser un peu dans cette idée. C'est très intéressant. Je crois que certaines des personnes qui sont en affaires, et les gens d'affaires considèrent il faut voir si la raison d'être s'aligne avec l'avenir. Est-ce qu'on veut avoir une entreprise dans un monde où on a plus d'1,5 degré de réchauffement planétaire? Et on a maintenant des entreprises qui ont vraiment une raison d'être et qui revoient leur raison d'être, qui en font un nouvel énoncé. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise, et je vais revenir à ce que Robert a dit pour ce qui est des trajectoires de transition ou de ces voies de transition. Ça, c'est très important. À l'heure actuelle, toute entreprise a la responsabilité de se placer sur cette voie de la transition qui sera compatible avec un avenir à basse teneur en carbone. Toute décision commerciale est maintenant une décision environnementale et il faut que ça se fasse. Et le climat, l'environnement dans lesquels fonctionnent les entreprises est très important. Une entreprise n'ira pas toute seule dans une voie de la transition et il faut que ce soit collectif. La transition est collective, comme pour les fermes quand on était jeune, c'était pas, il n'y avait pas une ferme qui produisait tout. Il y avait des fermes qui étaient spécialisées dans un produit et on échangeait. Et donc, il faut que les entreprises puissent se mettre sur la voie de la transition ensemble. Donc, si vous demandez, est-ce que c'est possible pour les entreprises? Bon, il y a l'aspect collectif et puis il y a l'environnement politique et de politique. Moi, je pourrais, on peut mesurer l'économie seulement avec la croissance du PIB, mais on voit que ça, ce n'est pas une bonne manière de le faire. Il faut aller au-delà de la mesure du PIB et donc mettre pression sur les entreprises parce que sinon les entreprises veulent simplement croître du point de vue financier sans considération pour les limites environnementales. Et donc ça c'est important comme l'ont mentionné Elisabeth et Bob. Et puis je voudrais dire que quand on parle d'entreprise, quand on parle de ferme, par exemple, ce sont des petites ou moyennes entreprises. C'est vrai qu'on se centre beaucoup, nous, sur les gros émetteurs, les grandes entreprises, mais il faut aussi aider les plus petits émetteurs à s'adapter. Parce que si les grosses entreprises peuvent s'adapter et que les petites entreprises ne peuvent pas s'adapter, on ne sera pas résilient dans un avenir à basse teneur en carbone. Et donc, il faut travailler avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et pas seulement ceux qui sont de gros investisseurs. Merci. Beaucoup de réflexions très riches ici. Et avant de passer à la question suivante, vous avez parlé du PIB, des limites. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans la région de Waterloo, nous allons avoir des activités sur le campus concernant l'indice de bonheur plutôt que le produit intérieur brut. Et Jean, si vous me permettez, il y a des gens au Québec qui viennent de publier 60 indicateurs de bonheur au Québec qui vont au-delà du PIB. Donc, nous avons ça aussi. Nous avons publié ça récemment. Ah, ça, c'est fantastique. Je vous parlerai. Il faudra qu'on en parle et qu'on mette un lien. Alors, je vais poser donc la question suivante et je vais demander à Elisabeth de commencer. Je crois que
bon, il faut penser aussi aujourd'hui, on a fait une bonne rétrospective, mais ce qui se passe aujourd'hui doit également déterminer le cours de la prochaine décennie, qu'on s'assure de pouvoir faire des progrès qu'on n'a pas pu faire par le passé. Donc, Elisabeth, pouvez-vous nous en parler? Alors, je dois dire qu'il faut vraiment voir ce qu'on peut faire quand je regarde le rapport du GIEC qui a été publié cette semaine pour le groupe de travail 2. Le groupe de travail 1 a publié l'année dernière. On sait que la température moyenne mondiale va augmenter de plus de 1,5 degré. On a une cible de 1,5 avec l'accord de Paris et le Canada ne va pas y arriver, n'est pas engagé. Il faut changer notre rhétorique et parce qu'il faut changer complètement les choses si on veut arriver à 1,5. Il faut faire tous les efforts cette décennie si on veut y arriver. Et quand les gouvernements disent la cible, c'est la carboneutralité en 2050 et les entreprises suivent la même chose. Non. On sera déjà mort à ce moment-là. Avoir une cible pour 2050, non. Et donc, on a un moment. Comme l'a dit le GIEC cette semaine, on a une fenêtre d'opportunité qui est en train de se fermer rapidement. 1,5 degré, ça semble très abstrait, mais nous sommes déjà à 1,1 pour ce qui est de l'augmentation des températures par rapport à la période pré-industrielle. Et l'été dernier, en Colombie-Britannique, n'a pas été agréable. On a eu un dôme de chaleur qui a tué des milliers de Britanno-Colombiens en quelques jours. Nous avons eu des incendies, des milliers d'incendies, mais celui de Lytton a été tellement rapide que les pompiers n'ont pas pu sortir de leur caserne. Tout ça s'est fait en quelques minutes. Et on a eu tout un tas d'événements de rivières atmosphériques, comme on les appelle, qui ont détruit des infrastructures et tous les liens terrestres entre le reste de la Colombie-Britannique et Vancouver. Tous ces liens terrestres ont été détruits. Donc, nous sommes en train de reconstruire des routes. Ça représente des milliards de dollars et la perte de vie. Et nous avons, par le biais de mon mari, des amis et de la famille qui a toujours vécu vers Thompson. Et ses amis, ses familles ont perdu leur ferme, pas seulement leurs bâtiments et leurs animaux, mais ils avaient une ferme de 7 acres et pratiquement tout le territoire de cette ferme a été perdu. Il a été englouti par la rivière. Ce sont donc des catastrophes qu'on voit dans ma province, seulement avec une augmentation de 1,1 degré. Et donc, imaginez 1,5 degré, c'est une utopie. Quelle que soit la situation, on va être dans une situation très difficile et le gouvernement continue de dire qu'il peut étendre la production des hydrocarbures et tout d'un coup, ensuite, plus tard, baisser et arriver à la carboneutralité. La ministre des Finances a dit plus d'argent public pour le pipeline Trans Mountain, alors qu'ils l'ont acheté à des milliards de dollars. On veut que les gens qui nous écoutent agissent et disent, bon, le pipeline Trans Mountain est un pipeline public qui a été acheté pour le gouvernement et qu'il ne faut pas que le gouvernement essaie de le vendre aux communautés autochtones, aux Premières Nations. Toutes les Premières Nations de mon territoire disent qu'il ne faut pas le construire. Et ce sont des questions fondamentales. Le Canada est toujours un des pires élèves de la classe. Et cela a une incidence sur le mouvement environnemental. Les gens
doivent vraiment s'exprimer pour qu'on arrête le pipeline Trans Mountain. Et je crois qu'on a été trop accepté, on a trop accepté la rhétorique plutôt que les actions et on doit vraiment être prêt à faire plus. Et donc, oui, nous avons une possibilité parce que la fenêtre d'opportunité ne s'est pas fermée sur le 1,5 degré, mais j'ai du mal à trouver des scientifiques qui sont prêts à accepter que le GIEC a raison et qu'on peut aller à 1,5. La fenêtre d'opportunité n'est pas complètement fermée, mais vous savez, c'est limité dans le temps. C'est des mois plutôt que des années. Il faut donc agir plus rapidement et agir plus. Elisabeth, il y a 30 ans, vous savez, je me souviens que l'on parlait de l'énergie au Canada, l'énergie marémotrice et d'autres énergies possibles. Et donc, le Canada est riche en énergie de tout type. Alors, où est-ce qu'on a perdu la voie? On se centre sur le problème des hydrocarbures, mais où est la conversation sur les autres énergies? Oui, c'est quand j'écoute CBC News. J'ai écouté une discussion hier soir sur ce que le Canada peut faire. Est-ce que les ressources d'hydrocarbures étaient nécessaires pour l'Ukraine? Quand on regarde ce que demande l'Ukraine, ce dont parle l'Union européenne, ce dont parle l'Allemagne, personne ne dit « Oh, si le Canada pouvait construire un oléoduc ». Non, ils ont dit « Il faut continuer de promouvoir les énergies renouvelables ». L'Allemagne vient d'accélérer sa cible, dans le contexte de la guerre, vient d'accélérer sa cible pour les énergies renouvelables. Et notre conversation au Canada, bizarre, on parle des hydrocarbures et c'est renforcé par le diffuseur public CBC, sans parler du National Post et d'autres journaux qui ont un contrat avec l'Association canadienne des producteurs de pétrole pour promouvoir les hydrocarbures dans toute discussion de politique dans les pages du National Post ou du Financial Post. Dans ce pays, je dirais que la conversation a été dominée par la machine de la propagande des hydrocarbures et ça a fonctionné. Alors, dans le débat à la Chambre des communes, je l'entends et je suis atterré d'entendre qu'il faut envoyer des hydrocarbures à l'Ukraine. Les États pétroliers et notre poursuite pour les hydrocarbures ont une incidence négative sur la sécurité nationale. Personne ne va faire une guerre pour contrôler le soleil ou contrôler les marées. Nous avons des énergies renouvelables qui changent la donne. Le solaire est maintenant moins cher que le charbon et pourtant, on est encore en train de parler ici de la construction de nouvelles centrales nucléaires et d'élargir les hydrocarbures parce que l'Ukraine aurait besoin d'hydrocarbures? Non, l'Ukraine aurait besoin d'autres choses, éliminer par exemple les armes nucléaires. On aurait dû en parler. En tout cas, tout cela est déconnecté de la réalité de l'Union européenne, de l'Allemagne, de l'Ukraine. C'est déconnecté de la réalité, ce dont on parle ici au Canada. Je ne sais pas si vous regardiez The National sur la CBC hier, mais c'était absolument incroyable. La conversation au Canada est de développer le secteur pétrolier et gazier pour aider l'Ukraine. C'est pas ça. Oui, et beaucoup d'entre nous nous souvenons de l'époque où on devait écrire des lettres pour promouvoir les énergies renouvelables. Alors, merci de nous avoir rappelé cela. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors peut-être une réponse rapide à cette question de la part d'Anne-Josée, et ensuite je donnerai le dernier mot à Bob. Merci, Elisabeth. Alors, la question de l'avenir. Alors, ce que j'ai mis ici, je voudrais parler de la vision que nous avons à Québec Net Positive.
le Québec pourrait être la première juridiction carboneutre en Amérique du Nord. Et donc, le Québec pourrait fournir plus de ressources à la planète que ce dont ont besoin les entreprises et la population du Québec. Nous considérons que le monde parle, d'émissions zéro. Beaucoup de gens ne sont pas engagés pour la carboneutralité. Et donc, si on veut vraiment arriver à la carboneutralité ou même à la conformité pour le 1,5 degré, et même si en fait le 1,5 degré est difficile à atteindre, à ne pas surpasser, eh bien, il faut qu'il y ait des entreprises et des juridictions qui soient positives du point de vue du carbone pour compenser pour celles qui ne le sont pas. Et donc, l'idée de carbone neutralité, c'est de voir comment on exploite nos économies aujourd'hui et essayer de réduire leur empreinte sans changer le paradigme. Mais en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est changer complètement différemment. Pour la technologie, on ne l'a pas pour avoir une croissance verte. C'est une utopie pour le moment. Et ensuite, il y a l'idée de sobriété et d'économie en bastonneur en carbone. Ça veut dire que chaque consommateur doit changer la manière dont il consomme, avoir moins de voitures, prendre moins d'avions. Et donc, cela doit se faire, mais il y a un défi parce que c'est un défi lié au comportement humain. Et donc, entre les défis de comportement humain et les défis technologiques qui se présentent, penser que l'économie peut rester la même tout en réduisant notre empreinte carbone, c'est presque impossible. Donc, pensons différemment. Essayons de voir comment les entreprises peuvent s'épanouir en donnant plus qu'elles ne prennent. Et il y a des grandes entreprises, Unilever et d'autres, qui parlent du mouvement positif net. Et pourquoi pas les juridictions, le Québec ou tout un pays. Le Canada, avec ce territoire, si on doit penser comment est-ce que le Canada peut donner plus à la planète qu'il n'en prend, là, c'est un changement. Et quand on passe à un état d'esprit de positif net, à un moment, on arrivera au seuil de carboneutralité, mais c'est pas simple. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer d'accomplir. Il faut l'accomplir parce qu'il faut penser différemment. Donc, ces trajectoires sont très importantes et il s'agit donc de réfléchir différemment de notre raison d'être, la raison d'être des entreprises, de tout secteur économique. Comment est-ce que l'on peut fournir plus de services à la planète qu'on en prend? Et ça, c'est une discussion qui doit vraiment amener à changer notre manière de penser, de manière à penser au-delà de la carboneutralité. Comme Elisabeth l'a dit, carboneutralité, ça, c'est difficile. Alors, on n'a vraiment plus qu'une minute. Robert, souhaitez-vous dire quelque chose? Voilà, j'avais oublié d'allumer mon micro. Je crois que l'essence de cette discussion concerne la transformation. Et je crois que par le passé, les transformations n'ont pas été faciles. Beaucoup ont été très difficiles. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je crois que tout le monde doit adhérer. Et donc, il est essentiel de réfléchir à s'il s'agit d'une transition équitable, d'une transition juste, et s'il y a des effets positifs, des résultats escomptés positifs. Il faut que ce soit, disons, amusant. On n'a pas parlé beaucoup d'amusement, mais c'est essentiel. Il faut que ce soit intéressant. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour porter un masque ou se faire vacciner. Et quand on parle de changement, de justice sociale, de système agricole, de tout pour la planète, en fait, on ne peut pas le faire en forçant les gens. Il faut qu'il y ait, que tout le monde adhère à ces changements.
et se les approprient. Et donc, toute la question de compétences de collaboration avec les groupes environnementaux, ça a été assez remarquable au cours des 50 dernières années. C'est un domaine où nous ne sommes pas tombés dans des idées simplistes. Et ça, c'est peut-être la contribution que le mouvement environnemental peut apporter à cette transition. Et ça, et les comédiens, je voudrais que les comédiens se joignent à nous. Bon, c'est une très bonne note sur laquelle terminer en tant qu'environnementaliste. Donc, merci. Merci à Anne-Josée, Elisabeth et Bob. Et on retourne avec notre maître de cérémonie. Merci. Merci à vous tous pour cet extraordinaire panel. C'était fascinant. Comme jeune, c'est très impressionnant pour moi d'entendre ce qui s'est passé depuis 50 ans. Des fois, on oublie de ceux qui nous ont précédés. Ça me fait penser au mot d'un ami Paul, l'idée que c'est une course à relais. On fait ce qu'on peut et on passe le témoin au coureur suivant. Mais pour aller plus loin, il faut savoir d'où on vient. Il faut se concerter pour le passage du relais. C'est ça que j'ai retenu de vos discussions. C'est aussi fascinant pour moi d'entendre que vous avez eu plus de succès dans les années 70, 80, 90 qu'aujourd'hui. Qu'on voit que l'attitude des entreprises a évolué, l'idée qu'il y ait des menaces pour la démocratie, enfin que ça va au-delà des luttes pour la démocratie. Comme Canadien d'origine afro-canadienne, j'ai été déçu qu'on n'entende pas parler de race. On a parlé, on vient d'avoir une discussion au Parlement au sujet du nouveau projet de loi, mais on n'a pas parlé du racisme et dans quelle mesure les entreprises, les institutions ont créé des conditions toxiques à l'écart des Noirs et des Autochtones. On n'a pas passé de l'exclusion des gens de couleur, mais aussi de l'exclusion de leur point de vue, d'une autre vision du monde, dans un monde qui a été dominé par le point de vue blanc. On n'a pas parlé non plus de certains slogans du mouvement environnemental, notamment la baisse de la démocratie qui ciblait beaucoup les Autochtones et les gens de couleur qui avaient des taux de fertilité plus élevés. Par contre, j'ai beaucoup aimé qu'on conclue sur cette idée de cette transformation, qu'il faut aller plus loin, tant du point de vue écologique que du point de vue social. Alors, j'invite tous les auditeurs à penser à tout ce qu'ils ont entendu, à toutes les connaissances qui ont été accumulées dans le mouvement écologiste avant même notre naissance, avant qu'on réfléchisse à un engagement. Et de reconnaître aussi des choses dont on ne parle pas afin de les intégrer. Merci à tous et à toutes. Maintenant, on a une pause de 30 minutes. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec les autres participants, clavarder, discuter, aller dans les salles de discussion, allez manger un morceau, étirez-vous, faites un peu de yoga. On vous offre une salle d'exercice aussi. Et la prochaine discussion commence à 13h, heure de l'Est. 1h, heure de l'Est, ça signifie 11h, heure
des montagnes, 10 heures, heure du Pacifique, et 2h30 à Terre-Neuve, je crois. C'est ça la joie de vivre au